Et voilà pour démarrer ce Midi Express, donc Pandadop avec Pleine Lune et juste avant Debamix avec Liberté, la première musique de Liberté. Alors Debamix qui nous a fait plusieurs albums, notamment Pour qui sonne le dub, un dernier album qui était plutôt militant et notamment, tant qu'à parler de militants, on va accueillir nos invités qui sont Berthe et... Bonjour. Bonjour. Et donc vous faites partie de Secours Rouge. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Secours Rouge ? Désolé de commencer par une petite précision, je suis membre du Secours Rouge, mais une invitée qui est venue de Grèce Oui. pour participer à une de nos deux activités dont on va parler dans 5 minutes. Le Secours Rouge est une organisation anti-répression. Anti-répression politique et sous toutes ses formes. Donc ça peut être aussi bien soutenir des délégués syndicaux qui ont été licenciés pour fait de lutte syndicale, mais aussi soutenir des militants révolutionnaires qui ont été emprisonnés pour leur action. C'est aussi soutenir des manifestants. Ce n'est pas aussi simplement soutenir des gens qui ont été victimes de la répression, mais c'est aussi essayer de faire un travail de formation et de qualification des milieux politiques et militants par rapport à la répression et aux techniques de répression. Donc on a fait par exemple une brochure sur les droits du manifestant, on organise régulièrement des conférences sur la sécurité informatique pour apprendre les gens à crypter leurs courriers. On a un site où on met en ligne toutes les nouvelles lois d'ordre répressif et aussi toutes les nouvelles techniques et aussi les lois qui permettent l'utilisation des nouvelles techniques. Voilà donc une activité anti-répression au sens large. Alors, politiquement, c'est aussi large. On soutient tous les prisonniers politiques, mais dans un sens progressiste. Donc, on va soutenir des communistes, des anarchistes, des antifascistes, des anti-impérialistes, des syndicalistes, tout ça. Mais on exclut de notre travail de soutien tous les prisonniers politiques qui défendent des causes réactionnaires. Donc, les fascistes, les islamistes, les chauvins, tout ce genre de choses. Donc en ça, on se distingue par exemple des droits de l'homiste comme Amnesty International qui, pour eux, il y a juste la catégorie de prisonniers politiques. Nous, on fait un choix politique. On est une force de la gauche révolutionnaire, mais simplement on s'axe sur un thème précis qui est la résistance à la répression. D'accord. Et au niveau de la résistance à la répression, vous avez donc beaucoup d'actions à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a énormément de lois qui sortent? Parce que vous parliez justement là de lois au niveau répression. Est-ce qu'il y en a énormément qui en sortent? Mais c'est à plusieurs niveaux parce que il y a eu une toute grosse rafale de lois antiterroristes suite aux affaires islamistes, des lois très très lourdes. Mais parfois, ce sont des simples règlements de police qui bougent et qui peuvent mettre les militants dans l'embarras. Par exemple, jusqu'à récemment, il était interdit de photographier les personnes arrêtées s'il n'y avait pas un mandat d'arrêt. Donc, pendant les premières heures où la police peut vous arrêter sans mandat, ils n'avaient pas le droit de vous photographier. Mais tout récemment, ils ont changé ces règlements. Et évidemment, si on n'est pas au courant, qu'on se trouve dans un commissariat, on peut persuader de son bon droit, dire non, vous n'avez pas le droit à faire scandale. Et alors, on se retrouve en plus avec une inculpation pour rébellion si on ne se tient pas un peu au courant de ce qu'ils font. Et aussi, dans l'autre sens, souvent, les policiers au bluff vont vous dire vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela, alors que peut-être que ce droit existe et donc ça vaut la peine de le faire valoir. Donc oui, les lois bougent. Elles bougent aussi au niveau international. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait l'activité de jeudi. Mais peut-être avant d'en venir là, je voudrais faire une petite précision. Nous existons depuis 1985, mais nous avons pris le nom de Secours Rouge qu'à partir de l'an 2000, parce qu'il y a eu le projet de reconstruction d'un Secours Rouge international. Et ça, c'est une vieille tradition dans la gauche révolutionnaire d'une organisation internationale de résistance à la répression et de soutien aux prisonniers. Il y a eu un premier Secours Rouge international dans les années 20 et 30. Il y en a eu un deuxième dans les années 70. Et puis voilà, il y a le troisième qui s'est reconstitué dans les années 2000. Alors c'est un processus de construction qui est difficile et laborieux parce que c'est des gens de pays différents, c'est des gens de lignes politiques différentes. Il y a des anarchistes, il y a des communistes, il y a un peu de tout, mais c'est aussi des gens avec des cultures politiques différentes.
Donc ce qui va être admis comme pratique ici va être peut-être jugé un peu choquant ou inadmissible là-bas. Donc voilà, c'est tout des rouages un peu délicats qu'il faut combiner. Mais bon, voilà, 15 ans que ce processus est lancé, et voilà, et ma foi, il va son petit train. Et vous trouvez qu'il va bien, justement, de son petit train, ou vous pensez qu'il peut encore mieux faire? Mais, comme d'habitude, ça dépend sous quel angle on regarde la chose. Ce qui est évident, c'est qu'on est bien en deçà des besoins. Ça, c'est très clair. Ce qui est évident aussi, c'est qu'on se heurte à des obstacles qui ne devraient pas exister. Donc, dans tel pays, des gens vont refuser de participer au Secours Rouge parce que c'est des anarchistes. Et alors, il y a des communistes qui vont dire « Non, c'est des anarchistes, on ne travaille pas avec eux ». Dans d'autres pays, c'est l'inverse. Donc, on se heurte encore à beaucoup de sectarisme, de défiance et de vieux réflexes d'épicier, comme ça, où chacun veille sur sa petite boutique avec un œil sur la concurrence. Donc, dans cette mesure-là, on a encore confronté à des trucs pénibles qui nous empêchent d'avancer. D'un autre côté, on est arrivé à maintenir ce projet et à le développer dans des difficultés. On a été attaqué plusieurs fois par la police, il y a eu plusieurs occupations, il y a eu, et ça à peu près dans tous les pays, des perquisitions. Maintenir justement des courants ensemble, c'est un exercice difficile. Donc quelque part, avoir assuré la continuité et même un certain développement dans cette continuité, considérant aussi la crise générale de la gauche révolutionnaire en Europe, bon, ma foi, c'est pas si mal. Mais bon, on peut mieux faire. D'accord. Alors maintenant, je pense qu'il était temps d'aborder le point suivant. Donc c'était plus par rapport à ce jeudi-ci, c'est ça? Donc ce jeudi, il y avait un événement que vous organisiez, si vous pouvez en dire plus. Voilà, c'est une soirée avec 2 thèmes. Le premier, c'est le soutien à un prisonnier révolutionnaire grec, Nikos Maziotis. Nikos Maziotis, c'est le membre d'une organisation qui s'appelle Lutte révolutionnaire. Donc ça, c'est une organisation de lutte armée, de guérilla urbaine, qui est la principale organisation de guérilla urbaine en Grèce. Ils ont mené de très nombreuses actions et parfois des actions de très haut niveau. Enfin, pour vous donner des exemples, ils ont fait exploser la bourse d'Athènes à la voiture piégée, ils ont attaqué l'ambassade des États-Unis à la roquette. Ce sont des anarchistes, ils ont une grande continuité, ils font un travail d'analyse politique et stratégique aussi très important, très riche. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais ils ont une analyse de la société grecque, une analyse de classe de la société grecque, un projet stratégique pour mener à bien un changement radical de la société. Ce ne sont pas simplement des gens anti, ce sont des gens avec un projet. Nikos Maziotis avait été prisonnier à deux reprises. Et il a été mis en liberté provisoire parce que il avait pulvérisé le record de détention sans procès. Donc sa détention devenait illégale. C'était un peu le chaos dans la justice grecque à l'époque. Il y avait la grève des juges, la grève des greffiers. Enfin, vous avez entendu parler de ça. Donc les délais ont été dépassés. Il a été mis en liberté provisoire avec avec deux autres camarades. Et à cette occasion-là, on a pu le rencontrer et on a fait une interview filmée où il expose justement le projet. Et c'est le film qu'on va passer jeudi. Et l'autre thème qu'on voulait aborder, et c'est pour ça qu'on a invité EFI, c'est la question des nouvelles prisons en Grèce, justement des prisons qui ciblent les prisonniers révolutionnaires. Alors moi, il y avait quand même une question qui me chipotait avant de passer. C'est, enfin même peut-être pourra-t-elle déjà répondre à ça. C'est qu'est-ce qui motive le choix de la violence, parce que je veux dire c'est quand même assez violent d'attaquer. J'avais vu notamment les attaques contre l'ambassade des États-Unis au lance-roquettes. Qu'est-ce qui pousse à un tel choix? Mais moi, je peux pas parler pour Nikos Maziotis. On a chacun notre identité politique. Dans ces cas-là, on laisse passer les prisonniers. Son projet n'est pas forcément le mien. Ce serait un peu délicat maintenant pour moi de défendre ce projet-là. Mais
Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez l'entendre pendant 50 minutes. Il explique très bien le pourquoi et du comment de cette attaque-ci, de cette attaque-là, en quoi c'était lié à la situation en Grèce, aux contradictions de l'époque, au mouvement qui se passait. D'accord. Et pourquoi est-ce que alors, vous, en tant que tel, parce que l'air de rien, dire on supporte Nikos, j'ai oublié son nom. Oui, Maziotis, voilà. Est-ce que c'est pas aussi apporter du soutien justement derrière cette violence? Donc vous pouvez pas vous détacher aussi dans un sens en disant c'est pas à vous de choisir à ce niveau-là. Si, parce que c'est un principe très clair du Secours Rouge. On ne se prononce pas sur les choix des moyens d'action des gens qu'on soutient. Pour nous, comme disait Elsa Triolet, les barricades n'ont que deux côtés. Il y a des gens qui sont de notre côté de la barricade. On n'est pas là pour discuter s'ils ont fait un bon choix, si c'était malin, si c'était tactique et tout. On dit non, simplement, à partir du moment où ces gens sont dans notre camp, dans le camp de lutte de libération, dans le camp de lutte révolutionnaire, et sont otages, détenus, victimes, cibles de l'autre camp, on les soutient. Alors après, que X soit d'accord avec Y ou pas, c'est pas en tant que Secours Rouge que je peux critiquer celui-ci ou approuver celui-là. Ok. Je crois que c'est une distinction qui est quand même importante à souligner. Donc, je propose une petite pause musicale et puis après on enchaîne alors sur si ça vous tente. Alors de retour en studio, les gens nous ont rejoints doucement, n'est-ce pas, monsieur j'ai oublié ton prénom. Foynor, ça marche très bien. Ok, ça va, Foynor. Alors maintenant, on va passer à une autre personne qui est donc, je vais avoir du mal à retenir, donc il va falloir qu'elle me corrige. Donc membre des anarchistes qui luttent contre les prisons. Des grandes austérités en Grèce. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis membre de l'Assemblée ouverte des anarchistes d'Athènes contre les prisons de haute sécurité. Je vais commencer en dénonçant c'est quelque chose qui s'est passé ce matin en Athènes. On était deux camarades pour voyager jusqu'à Bruxelles. L'une ex-prisonnière et normalement il a le droit de sortir du pays, mais ce matin presque avec une opération très grande à l'aéroport on a été arrêtés. Moi j'ai été interrogée par les policiers et l'autre camarade il a été arrêté à ce moment. Maintenant il passe par le tribunal pour avoir cassé les limites de sortir du pays, quelque chose que ce n'est pas une réalité, mais ça montre surtout l'intention de l'État grec d'éviter de ne pas laisser les relations politiques entre la Grèce et l'extérieur. Moi, je suis venue ici pour parler pour la nouvelle loi qui a été votée cet été en Grèce, le 8 juillet 2014. C'est une loi qui institutionnalise le totalitarisme contemporain et l'état d'urgence sur le terrain de l'enfermement. Le projet de la loi prévoit la création de 3 types de prisons, de détention graduée. Les détenus pour dette inclus, ils se sont détenus dans les ailes les plus tranquilles, celles de type A. La majorité des prisonnières s'amassera dans les ailes de type B, où les conditions misérables déjà existantes, de surpopulation et de malnutrition, et l'absence d'eau et de chauffage, des soins médicaux insuffisants seront dans les fonds médianus. Et une 3e catégorie de prisonnières aux accusations spéciales et représentant un danger pour la société et pour l'État, ces dernières étant prévues pour les prisons de type C. Les personnes en lutte et les détenus insoumis se trouvent au cœur de cette manœuvre. L'éventail des détenus jugés dangereux commence avec les anarchistes ou les communistes emprisonnés pour leur activité politique et s'ouvre aux prisonnières rebelles et termine avec les accusés de soi-disant crimes organisés. Dans le même temps, cela sert d'exemple pour toutes les parts de la société, hors et entre les murs. Les murs, ce sont je parle des prisons.
en lutte en montrant les prix à payer pour la résistance contre le régime. Dans un régime permanent d'état d'urgence, les prisonnières des prisons et des prisons des ailes de type C vivront une prison dans la prison avec pour caractéristique principale la privation sensorielle, l'isolement par rapport aux proches et surtout à leur entourage social. Le but final est leur extermination politique, intellectuelle et biologique. Pour ce faire, le régime crée un environnement asphyxiant où sont prévues privation de permission, plus précisément une limitation d'acquis, par exemple le travail dans la prison qui diminue le temps de la peine, durcissement des conditions de remise en liberté, 10 ans minimum, et création de conditions de contrôle panoptique avec des caméras à chaque angle de la prison. L'arbitraire s'institutionnalise avec un règlement derrière qui confère des pouvoirs spéciaux aux magistrats des officiers de police à la retraite, lesquels pourront désormais devenir directeurs de prison ainsi que diminuer à leur guise le temps de promenade, le parloir avec les proches, les conversations téléphoniques et la possible censure des matériaux écrits. Le plan de restructuration des prisons, ce n'est pas un événement isolé, ni une invention d'avant-garde de l'État grec. Il existe déjà en Allemagne, en Turquie, avec les prisons type F. Ils ont déjà existé en Espagne et aux États-Unis. Il reproduit ou intègre des législations correspondantes, loi antiterroriste, prison de haute sécurité, régime de détention spéciale, corps spéciaux policiers et militaires, qui ont cours dans d'autres pays européens ou constituent des accords obligatoires dans le cadre de l'Union européenne, satisfaisant à la fois les injonctions européennes des partenaires transatlantiques et leur administration. Dans ce cadre, se sont établis de nouvelles rencontres du nouveau ministre d'autres républiques grecques et du ministre des États-Unis qui ont comme but commun le terrorisme et l'immigration. Je continue. D'une part, la nouvelle loi constitue une partie du régime contemporain d'état d'urgence qui existe en Grèce. La répression dans des conditions de crise systémique profonde s'est reconvertie dans la décision étatique centrale de gestion des affaires sociales et de régularisation des liens sociaux sur la base du dogme, les lois et ordres. La répression et la punition se ramènent au pilier fondamental de la cohérence du régime et à un objectif double. D'une part, s'efforcer à discipliner le prolétariat et les partis en lutte de la société, gérer les populations indésirables, immigrés, chômeurs, pauvres, séropositifs, toxicomanes, et consolider le climat de paix. D'autre, défendre les intérêts couverts du sang du capital et de la classe dirigeante. C'est dans ce contexte que le régime d'état d'urgence cible différents partis sociaux en tant qu'ennemis intérieurs, grévistes, manifestants, lieux politiques, sociaux, radicaux, combattants emprisonnés, communautés entières qui résistent aux pillages de leur vie et de leur nature. Non pas seulement les opposants armés du capitalisme, mais toute personne en lutte qui remet en question le monopole étatique et de la violence, où il fait simplement usage de la force, il est jugé saboteur économique et il peut se trouver dans ces nouvelles prisons type C. Et c'est tout. Ça va. Alors une question, le régime d'urgence, c'est bien depuis la crise qu'on l'a. Oui, ça fait presque, il a commencé en 2010 et ça commence à être plus oppressif. Et les dernières années, on peut dire qu'on a un état d'urgence dans tous les domaines, dans les domaines politiques, dans les domaines de travail, dans chaque domaine de notre vie. Et évidemment, il n'y a pas de fin en vue. Je suppose. Quoi? Il n'y a pas de fin sur le court terme, je pense. Bien, maintenant, l'État il est en train de parler pour un essor, pour un développement, qu'on sort de la crise, mais en ce qui concerne notre vie quotidienne, ça, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est plus d'oppression, plus de policiers, plus d'armées.
pas le droit de faire des grèves. En fait, il sait un peu tout droit à la protestation, si jamais on constate. Et on a le droit de protestation, mais l'État commence à faire un effort de commencer à ne pas laisser tout type de démonstration. Quel type de démonstration alors seulement? Des démonstrations anarchistes, surtout. On a un grand problème. Bien, en ce qui concerne les autres domaines sociaux, pour le moment, il n'y a pas de grands besoins. Parce que les gens se sont déjà très fatigués les dernières années de lutter contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas pour le moment changer. Mais bien, la plus grande motivation, c'est sur les choses politiques. En ce qui concerne, il y avait de grandes démonstrations en ce qui concerne ces prisons de haute sécurité, des microphoniques, et surtout pour des prisonnières comme Nikos Maziotis. Il y a eu une démonstration pour des nouveaux prisonniers politiques. Est-ce que ça commence vraiment à se remplir au niveau des prisons de type C? Et à ce moment-là, ils ont commencé déjà à vider une grande prison et à vider les ailes, commencé d'envoyer les autres prisonnières. Et on estime qu'au mois de décembre, ils vont commencer à faire les premiers transports. À ce moment-là, on a déjà vu quelques secteurs de ce type de prison. Par exemple, dans le cas de Nikos Maziotis, on a vu qu'il a été transporté d'Athènes, même s'il était gravement blessé. Il a été transporté à Thessalonique, loin de ses proches, et on pense que ça sera la première personne qui va vivre ce type de prison. Et il y a aussi des Kurdes et des Turcs qui sont déjà emprisonnés pour les actes politiques en Grèce. Ils se sont dispersés dans plusieurs prisons dans le pays. Ils n'ont pas le droit de parler avec leurs proches et c'est trop difficile de communiquer avec eux. Et ils se sont isolés. D'accord. Au niveau... En fait, j'avais une question en tête, mais je l'ai un peu oubliée. Je sais pas si quelqu'un a un commentaire à faire le temps que je la retrouve ou... Bon, ça fait un petit blanc, c'est pas grave. Je propose qu'on fasse une pause musicale alors, et puis comme ça on reviendra sur les suites de questions, histoire de se remplir un peu les méninges. Pardon, alors de retour en studio avec nos invités... qui sont venus nous parler notamment des prisons en Grèce, et donc la petite question que j'avais totalement oubliée, qui a donné lieu à un joyeux blanc. Là voilà, donc quelle a été en fait par rapport justement à cette prise de décision, par rapport à cette division des prisons en 3 catégories, le rebond médiatique derrière? Plus précisément, on parle de prisons de type C. Alors de la partie des médias, il y avait une silence qu'on pense établie par l'État. Et pendant les mois d'été, pendant 3 mois, il y avait des réactions dynamiques contre ces prisons d'austérité. Et il y a eu une grande grève des femmes de 4500 détenus dans les prisons, ainsi que le refus de remonter des promenades et le refus de plateaux. Et une grève des femmes qui a été traitée avec une silence provocative par les médias et ayant comme but de plier le moral des prisonniers en grève. Et pourtant, les voix hors les murs ont brisé un peu ce silence. Il y avait beaucoup d'actes dynamiques. Il y avait des interventions à la maison du Premier ministre, des actions une action qui a provoqué une réaction immense par les policiers. Et pendant 3 mois, presque dans toutes les grandes villes de Grèce, il y avait des actes de solidarité, des contre-informations sur la nouvelle loi monstrueuse.
des considérations microphoniques dans toutes les villes, distribution de textes pendant les heures de visite en dehors des prisons, intervention, occupation pendant les émissions radiophoniques, graffiti sur le mur, et ainsi des actes d'action directe. Mais pourtant, toutes ces actions, les médias et le sujet c'était aussi pendant l'été, 14 juillet, que c'est une date qu'en Grèce, normalement, c'est le temps de vacances. Alors, les médias n'ont pas démontré ces sujets. Et d'autre part, ils ont démontré, on a vu avec l'arrêt d'un artiste Nikos Maziotis, c'est le cas dernier d'Adonis Taboulos. Et ils ont créé un climat de terreur, un climat que les anarchistes en armée sont qui luttent contre l'État, ils sont les grands dangers pour la société aujourd'hui. Et c'est qu'ils ont normalement ils ont préparé un climat de terreur. Ils ont démontré que la seule solution ce sont les prisons type C, les prisons de grande sécurité. D'accord. Au niveau de la perception de la population vis-à-vis de ces prisons, malgré le silence médiatique. Alors malheureusement, malgré tous nos efforts de faire une information totale sur ce sujet, les réactions, bien, il y a quelques réactions un peu plus optimistes par le côté de la gauche, mais normalement, les personnes, le peuple ne peut pas comprendre quelle est l'importance d'un sujet comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est quoi ça signifie l'isolation, la prison dans la prison. D'accord. Ben voilà, moi j'ai pas d'autres questions vis-à-vis de ça. Si on peut, je sais pas si vous autres vous en avez ou. J'ai rien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste rappeler alors l'événement exactement Oui, ça se passe jeudi 19h. C'est au Pianofabrique à Saint-Gilles. Il y aura aussi une infothèque, donc des tables de presse. Voilà, tout le monde est bienvenu pour amener du matériel d'information politique et militante. Il y aura un espace pour ça. Et voilà, il y a le site du Secours Rouge. Vous faites Secours Rouge dans un moteur de recherche, ça sort immédiatement et vous allez voir toutes les informations pratiques de cette activité et de celle du lendemain. Donc jeudi au Pianofabrique, il y aura également aussi la projection donc de l'interview que vous avez faite avec avec Nikos Maziotis. Voilà, ok. Donc à partir de 19h, c'est ça. Voilà. Ok, super. Eh ben merci beaucoup. Merci. Et très bonne continuation alors. Avec votre permission, je vais dire un petit mot sur l'activité du lendemain, parce que voilà, cette semaine, on avait décidé de thématiser la question des prisonniers révolutionnaires. Et il y a un autre cas dont on s'occupe depuis quelque temps, c'est la situation de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un prisonnier communiste libanais qui entame maintenant sa 31e année de prison en France. Il devrait être libéré depuis, je ne sais pas, 15-19 ans, quelque chose comme ça, et il est maintenu en détention sous pression directe et ouverte. Il y a eu des notes diplomatiques qui ont été publiées du gouvernement américain. Je ne sais pas si vous connaissez la situation de Georges Abdallah, ou si je fais un petit rappel. Georges Abdallah était un de ces militants de la gauche révolutionnaires libanaises qui sont venus mener des actions armées en Europe au début des années 80. Le contexte, c'était les invasions du Liban par Israël. Donc, Georges combattait dans la résistance palestinienne, dans le FPLP. À l'invasion de 1978, il a été blessé, en résistant à l'invasion.
Il y a eu une autre invasion en 1982 qui a fait, je pense, 40 000 morts civils libanais et palestiniens. Ça a été l'année des massacres de Sabra et Shatila, le massacre des réfugiés palestiniens par les milices fascistes libanaises alliées à Israël. Et tout cela avec le soutien direct des États-Unis et de la France, avec livraison en direct de munitions et d'armes pour permettre cette invasion. Et donc une partie de la gauche révolutionnaire a jugé opportun, comme les États-Unis et la France portaient la guerre chez eux, d'aller porter la guerre en France, en Europe. Et donc une de ces organisations, qui s'appelait les Fractions armées révolutionnaires libanaises, ont mené des actions en Italie, en France, et ils ont abattu notamment un colonel américain qui était l'attaché militaire à Paris, et aussi le responsable des services secrets israéliens du Mossad à Paris. Donc ça, c'était en 83. Voilà. Georges Abdallah a été arrêté comme responsable de ce groupe. Le dossier n'a pas pu le lier à une action précise. Donc, par exemple, c'était une jeune femme qui avait abattu le diplomate. Donc, voilà, on pouvait difficilement dire que c'était lui qui avait tiré. Son procès a été le théâtre de manipulations dont on n'a pas idée. On a appris, par exemple, que son avocat, en fait, était au service secret, travaillait pour les services secrets français, et donc a délibérément saboté toute sa défense. Il a fait une crise de conscience quelques années plus tard. Il a fait un bouquin autobiographique où il explique comment ça s'était passé. Donc toutes les procédures légales de libération ont été vraiment piétinées, foulées aux pieds de manière caricaturale. Donc même les juges décident de le libérer. Mais pour le libérer, il faut qu'il y ait un acte d'expulsion. Et l'acte d'expulsion doit être signé par le ministre de l'Intérieur. Donc simplement en refusant de signer, par un simple tour de passe-passe administratif, les autorités politiques ont bloqué les décisions de justice en France. Donc voilà, il y a une campagne qui se mène depuis maintenant 10-15 ans pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et il y a une manifestation, rassemblement plus exactement, qui est organisée vendredi de 5h30 à 6h30 en face de la résidence de l'ambassade de France. C'est au métro Arlois. Mais même chose pour les renseignements techniques. Un petit coup d'œil sur le site du Secours Rouge, vous allez trouver tout. D'accord. Est-ce qu'on peut juste rappeler l'adresse du site du Secours Rouge, comme ça on l'a bien en tête? C'est www, puis Secours Rouge en un mot, et puis vous faites .org ou .com, vous arrivez. Au choix, quoi. Voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup, merci et à très bientôt, certainement.